17 octobre 1806, une date tragique qui a inauguré le cycle infernal et ininterrompu des malheurs de la Première République noire. 17 octobre 2024, 218 ans après, l'on s'en souvient, le poids monstrueux, sinon le lourd fardeau de l'assassinat brutal et déshumanisant de Jean-Jacques Dessalines se fait encore sentir sur cette nation qui est perdue et qui n'arrive toujours pas à se retrouver. Dans ce contexte, la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'empereur nous interpelle de parachever l'œuvre de transformer Haïti en une nation politiquement stable, économiquement prospère et socialement juste. Ainsi, on se pose la question qui s'impose d'ailleurs, l'idéal dessalinien est-il toujours d'actualité en 2024? Et pour fournir des éléments de réponse à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité conférencier qui est, comme vous le savez déjà, Lionel Edouard. Il est anthropologue et il a d'autres cordes à son arc. Je vous les dirai après. Bonjour Lionel, ou peut-être bonsoir. Bonjour et Georges Alain, bonjour à tous et nos confrères, nos amis panélistes qui viennent ici aujourd'hui pour la promotion de ce que j'appelle toujours des connaissances utiles, des connaissances éclairées. Comme tu l'as si bien dit, ce sont les idées qui mènent le monde et aujourd'hui il va y avoir ce qu'on appelle le partage des idées. Il va y avoir des échanges de mots, mais des mots choisis et des mots éclairés pour permettre à la population, à tous ceux, toutes celles qui écoutent ou qui regardent Radio-Télé Caraïbes, de se faire une idée sur l'idéal de l'empereur et pourquoi cet idéal reste encore vivant à la fois dans nos actes, mais également dans les projections que nous faisons sur le futur. Vous suivez Radio-Télévision Caraïbes à l'heure de votre émission Agora. Aujourd'hui, on se pose la question, l'idéal dessalinien est-il toujours d'actualité en 2024? Et notre invité conférencier, c'est Lionel Edouard. Il est anthropologue, journaliste, communicateur social, avocat et par-dessus tout, un citoyen engagé dans la cause de l'environnement, je dois vous le dire. Lionel Edouard, je vous passe le verbe. Merci Georges, et merci pour cette invitation. Et je vois que sur ce panel, il y a des férus de l'histoire, mais malheureusement, ma démarche va s'inscrire dans une logique mémorielle au lieu de rester cantonné dans une logique historique, parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire de Dessalines, donc c'est pas la peine de venir rappeler au public, mais également aux panélistes et des panélistes éclairés, l'histoire de l'empereur, un empereur qui, à mon sens, est le seul héros national, j'ai bien dit national, c'est le seul héros qui fait l'unanimité en Haïti, parce que quand tu vois Christophe est plus adulé dans le nord, Pétion un peu dans l'ouest et dans le sud pour ses distributions intempestives. Mais Dessalines, c'est celui qui a été approprié par toute la population, toute la nation haïtienne, comme étant le père fondateur de la patrie. Donc c'est le héros national par excellence pour Haïti. Donc tout d'abord, permettez que je vous dise que mon intervention comprendra deux parties. Dans la première, je vais essayer de faire un cadrage de ce que l'on appelle l'idéal désaligné. Et dans un second temps, je vais présenter dans un prisme panafricaniste les effets de cet idéal sur le monde contemporain à travers certains acteurs qui continuent de porter cet idéal. Et enfin, dans ma conclusion, nous verrons pourquoi cet idéal est actuel et qu'il faut cultiver cette vision et l'appliquer dans l'Haïti de 2024 et même après. J'espère que le tableau est plus ou moins saisi par ceux-là et celles qui écoutent. Donc, avant de débuter, j'aimerais prendre sur moi le temps de saluer les efforts de Georges Alain et de la Radio-Télé Caraïbes dans leur volonté de rétablir la pensée politique de Jean-Jacques Dessalines. Merci. Car toute tentative d'exposer la pensée de l'empereur revient à réhabiliter une histoire falsifiée, raturée, pour soustraire de la mémoire collective
l'un de ces moments le plus fondamental qui réhabilite l'homme à la dimension de son être, mais également qui fait de la liberté une valeur transcendantale, indépassable même de l'humanité. Et ça, c'est important de le noter. Avec 1804, la liberté est élevée au rang de valeur indépassable et valeur transcendante de l'humanité. Pour initier la vision politique de Dessalines et cerner l'idéal dessalinien, nous allons considérer 3 décisions importantes de l'empereur qui sont portées également dans la constitution impériale de 1805 que ceux qui aiment lire pourront consulter après. En premier lieu, Dessalines, pour éviter l'accaparement des terres par les élites mulâtres, déclara « Quand nous avons combattu les Français, personne n'avait réclamé l'héritage de son père. Maintenant que nous sommes devenus libres, on veut s'approprier les biens vacants. Les Noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils rien ?» C'est une question transcendante. Pour cette déclaration, Dessalines expose clairement la situation de l'époque, car la terre, principal moyen de production, pour ceux-là qui sont marxistes, ne devait plus, dans l'Haïti libre, devenir un outil de domination. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'être propriétaire de terre à l'époque était pour les masses cultivateurs le moyen de redevenir ou de devenir humain et d'accéder à une liberté réelle. C'était une vision normale de la propriété, car au sein de l'ordre colonial, la propriété était l'outil de classification, également de déshumanisation des Noirs, qui n'y avaient accès que par la volonté du maître. Lorsqu'on parle du maître, généralement ce sont les Blancs, quelque part des mulâtres, mais également des Noirs libres, comme vous le savez. La deuxième considération, et ce n'est pas la moins importante, Dessalines a décidé de nationaliser les terres, ce qui lui voudra de nombreux ennemis, y compris parmi les Noirs eux-mêmes. Il a dit et porté dans la Constitution de 1805, toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisqué au profit de l'État. Dessalines a ainsi mis fin aux velléités des élites mulâtres dans leur folie maladive de ressemblance avec leur père blanc évincé dont ils voulaient prendre la place. Mais cette décision a eu également pour conséquence d'instituer ce qu'on appelle une propriété collective des terres au lieu du morcellement qui suivra plus tard avec Pétion, comme vous le savez, dans les distributions intempestives des terres à certains éléments de l'armée et des élites. Dessalines jeta ainsi les bases même de ce socialiste haïtien rapporté dans les écrits des plus grands penseurs qui ont travaillé sur la révolution haïtienne. Troisième considération, la décision de Dessalines dans la constitution impériale de 1805 d'accorder la nationalité haïtienne aux soldats polonais, allemands, qui ont lutté aux côtés des captifs africains. Ces Européens sont devenus ce qu'on appelle ironiquement des blancs noirs, comme on se plaît à les appeler. Dans l'article 14 de la constitution impériale, Dessalines permet une réappropriation du noir déshumanisé, qui n'a été qu'une invention de l'imaginaire colonial raciste occidental. Le noir a désormais ce qu'on appelle une identité, une nationalité. Dessalines en a fait un haïtien, celui qui n'avait même pas d'âme, qui était une chose au service du maître, qui pouvait en disposer comme bon lui semblait. Et bien Dessalines en a fait un haïtien. Et ça, c'est un élément extrêmement important que vous allez voir dans la deuxième partie du texte, où Dessalines, par son action, a permis aux Noirs d'avoir un espace de parole, d'avoir une identité, et c'est extrêmement important. Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, disait Dessalines dans la Constitution de 1805, dont le chef de l'État est le père, et ça c'est important, devant nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique des Noirs. Vous savez que le Brésil a tenté de faire pareil, mais à l'inverse, tous les Brésiliens étaient des Blancs. Et pour aller plus loin, Dessalines dit dans cette constitution
tous les Haïtiens sont des frères. Des frères. D'ailleurs, les partisans du communisme, vous savez qu'on appelle l'autre camarade, parfois frère, parce que nous sommes de la même famille, donc nous avons tous les mêmes droits et également les mêmes accès aux ressources. Et c'est ce qui est important et c'est ce qu'a voulu faire Dessalines. Le tout nègre c'est nègre, j'en ai toujours dit en Haïti, tout le monde c'est monde, tout nègre c'est nègre. Lorsque Dessalines dit nègre, il parle de monde en général, garçon et filles. N'est pas une apologie du noir dans une logique suprémaciste. Et pas ça Dessalines le fait. Là, elle dit que tout le monde qui l'a, c'est noir. C'est pourquoi je vais faire entrer dans une logique suprémaciste pour montrer que noir supérieur à blanc. Ça Dessalines le fait. Et nous lisons dans la Constitution impériale de 1805 la construction d'une société horizontale où tous les individus doivent être égaux et disposer du même droit et du même accès aux ressources. Donc, le tout nègre c'est nègre est aussi un hymne à la liberté. Tout homme qui foule le sol d'Haïti est libre. Dessalines ne dit pas que tous les noirs qui viennent en Haïti sont libres. Il dit que tout homme qui entre en Haïti, qui foule le sol d'Haïti est libre. Il s'oppose donc à l'humaniste blanc, cet humanisme qui est centré autour de ce qu'on appelle la Révolution française de 1789. Et les Dessalines y opposent ce qu'on appelle un humanisme universel à partir de la Révolution de 1840. On continue. Après avoir succinctement passé en revue les rapports établis par Dessalines avec l'espace haïtien, avec les moyens de production, après avoir vu comment Dessalines a approprié le noir pour lui donner une identité, une nationalité et une humanité, nous allons maintenant tenter dans la deuxième partie de mon exposé de voir comment Dessalines a influencé la pensée mondiale et introduit par ses actions une vision décoloniale du monde qui aujourd'hui permet de bousculer les idées racistes en permettant une nouvelle vision du monde en dehors du prisme occidental. Dessalines impose au monde occidental une autre histoire qui se déploie parallèlement à l'histoire des Européens. Une histoire longtemps occultée parce que construite par des non-humains. Il fait exister les Noirs du monde entier qui sont devenus pour la première fois des acteurs de l'histoire. La révolution haïtienne et la vision politique de Dessalines favorisent une décolonisation épistémique qui continue d'influencer la pensée mondiale. Elles initient une vision critique de l'érocentrisme européen. Lannek Bon, dans son texte La Révolution haïtienne, une avancée postcoloniale, explique que l'homme de la Déclaration des droits de l'homme est conçu comme l'homme occidental dont les paramètres se reconnaissent dans la langue, la religion, le type d'organisation familiale, la raison. C'est ce que la révolution haïtienne a aidé à remettre en question. Parce que cet homme-là, qui est occidental, qui est détenteur de savoir et de culture, et qui décide de ce qui est culture, Dessalines l'a remise en question à partir de la révolution de 1804. Haïti, il faut le dire, a été la pionnière dans ce mouvement radical de remise en question de l'ordre mondial dans une perspective d'affirmation de l'identité de l'homme noir qui a été contraint de douter et même de nier son humanité. La révolution haïtienne, ponctuée en 1804, est un cri de renaissance de la liberté assassinée. C'est aussi la matérialisation de cette prise de conscience collective et de la volonté manifeste de changer ce qui était pendant plus de 2 siècles considéré comme inchangeable. Plus qu'une révolution, la révolution haïtienne a été le point de départ de plusieurs courants de pensée critiques qui donnent une voix à l'homme noir. À ce propos, en 1938, Cyril Lionel Robert James publiait ce qu'on appelle, et c'est un ouvrage culte, Les Jacobins noirs, souvent présenté comme le premier livre d'histoire du panafricanisme. Sa préface résume comment Haïti a déclenché une révolution historiographique. Donc ce n'est pas seulement une révolution politique et sociale et économique d'ailleurs qui a été faite dans la colonie de Saint-Domingue qui est devenue Haïti. C'est également une révolution historiographique, c'est-à-dire dans la construction même de la pensée, il y a une évolution.
on ne peut plus parler de culture blanche, mais la culture est également de l'apanage du noir. Donc, qu'a dit M. James dans le préface de son ouvrage, il a dit que j'en avais assez de lire ou d'écouter ce qu'on écrivait ou disait au sujet des Africains persécutés et opprimés en Afrique, sur l'Atlantique, aux États-Unis et dans toute la Caraïbe. Je décidai d'écrire un livre dans lequel les Africains ou leurs descendants dans le Nouveau Monde, au lieu d'être constamment l'objet de l'exploitation et de la férocité d'autres peuples, se mettraient à agir sur une grande échelle et façonneraient leur destin et celui d'autres peuples en fonction de leurs propres besoins. Et tout ça, c'est ce que Dessalines a fait en 1804. Et d'ailleurs, beaucoup de penseurs panafricains disent que 1804, c'est l'événement fondateur même du panafricanisme. Et pour continuer avec d'autres auteurs que la révolution haïtienne a influencé, Achille Mbembe, grand penseur panafricaniste, explique dans son texte Nécropolitique l'ampleur de la violence des maîtres exercés sur l'esclave qui a gardé en vie dans la colonie dans un état de mutilé, dans un monde fantomatique d'horreur et de cruauté et de désacralisation intense. Le cours violent de la vie d'esclave est manifeste si l'on considère la disposition du contremaître à agir de manière cruelle et immodérée ou le spectacle des souffrances infligées au corps de l'esclave. La violence devient ici une composante des manières, comme le fait de fouetter l'esclave ou de prendre sa vie, un caprice ou un acte purement destructeur visant à instiller la terreur. La vie de l'esclave est à maints égards une forme de mort dans la vie. C'est ce qu'on faisait dans la colonie. Il y a des auteurs qui disent que ce que les Allemands ont fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que l'Occident avait déjà implémenté en Haïti. Avec les moyens technologiques, ils sont tout simplement allés plus loin. Mais c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on a déjà fait un génocide dans le Nouveau Monde. On a éliminé les Indiens. L'esclave a été, le corps de l'esclave a été un espace, je dirais, où l'on tente des expériences. Par exemple, le placer dans un trou, couvrir sa tête de sirop et laisser au soleil afin que les fourmis finissent le travail. Donc ce sont des terreurs immondes et innommables. Donc voilà un peu le mot par rapport à ce que décrit Achille Mbembe, ce que Dessalines a aidé à changer. L'esclave qui était comme un condamné qui marchait en permanence dans le couloir de la mort, comme je le dis tout le temps, détient à partir de 1804 le pouvoir de remodeler son destin. À partir de 1804, il peut décider de ce que lui veut faire de sa vie. C'est cet héritage que les générations qui ont suivi n'ont pas su gérer, malheureusement. Vilipender et dénaturer l'effondrement de l'ordre social haïtien et la nouvelle version du colonialisme implémenté en Haïti constitue une longue et douce revanche du système international pour corriger le choc de 1804. Pourtant, cette anomalie qui a secoué les fondements de l'universalisme occidental axé sur la domination en proposant un humanisme universel dont le socle est la liberté et le respect de la personne humaine à travers un dialogue permanent interhumain et entre l'homme et la nature, était une contre-proposition raisonnable à l'ensauvagement des bourreaux. L'homme noir, pour reprendre Aimé Césaire, est restitué dans son humanité grâce à cette improbable épopée. Entériner ce désaveu préjudiciable de cet événement qui a reconfiguré la politique et les relations internationales et qui a permis de redéfinir la carte du monde revient à se faire complice de la désintégration de nos valeurs et de cette indépendance qui représente le bouclier de la race noire au milieu de la nouvelle croisade libérale occidentale. Frantz Fanon est l'un des penseurs qui a été influencé par la révolution haïtienne également. Il a décidé de penser depuis l'autre côté du couple binaire, colonisateur et colonisé. D'ailleurs, c'est cette division qu'il y a eu avant 1804. D'un côté, il y a le colonisateur et de l'autre côté, il y avait le colonisé. Ce qui est important avec la vision de Dessalines, c'est qu'il ouvre un débat sur la nature noire qui, comme le soutiendra Fanon un peu plus tard,
n'est rien d'autre qu'une création de l'homme blanc qui fait du noir un symbole sans référent, un signifiant sans signifier. L'homme noir est ainsi un être privé de toute parole. Fanon, tout comme Dessalines, nous invite à analyser la personnification des complexes de l'homme blanc pour mieux construire notre conscience de la réalité. Il nous invite également à analyser l'incarnation du symbole nègre par l'homme noir et la lutte de ce dernier contre lui-même dans le processus de construction de sa conscience en tant que symbole. C'est ce que l'auteur appelle la revanche du symbole. Dans l'Haïti libérée, les victimes ont longtemps été les complices des bourreaux et ont plongé avec eux dans cette honteuse entreprise rédhibitoire de construction d'une société plus juste et plus humaine. Les fils des dominés se perdent dans cette impossible gestion d'un quotidien qui leur échappe. Ils sont devenus les fossoyeurs à la solde des fortunés et les premiers protecteurs des empires construits grâce aux coulées frénétiques du fleuve de sueur non rémunérés de leurs pères trompés par les mirages d'un capitalisme démodé dont le prisme a grossi démesurément l'espoir et les promesses fallacieuses d'un bien-être factice. Dessalines redonne un espace de parole aux opprimés du monde entier. Pour la première fois depuis leur captivité, ils ont une voix et s'investissent dans le processus de construction de l'histoire. S'il est vrai que la parole de l'homme noir reste une parole marginalisée, si sa position de parole reste la périphérie et que l'homme blanc, comme le souligne Grada Quilomba, parle depuis le centre et se donne toujours le droit de décider quelle parole est porteuse de savoir, de science et de culture, il est un fait indéniable que l'homme noir depuis 1804 est un homme capable de parler tout comme l'homme blanc et de fait un homme qui parle et qui a son propre espace de parole. En dépit des adversités et la menace de retour à l'ordre ancien, Haïti a contribué à la libération des colonies espagnoles par Simon Bolivar, ce qui a permis au panafricanisme d'avoir une nature internationaliste. Depuis, c'est toute une intelligentsia haïtienne qui s'est investie dans la revalorisation de l'identité africaine et la lutte contre le racisme, faisant de ce pays, selon les mots d'Aimé Césaire, celui où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. En conclusion, s'investir dans un nouveau processus décolonisant et désaliénant, n'est donc qu'une réaffirmation de notre humanisme légendaire. Nous devons ainsi transcender les intérêts individuels, de clans, de castes, pour placer le pays au centre de nos priorités. C'est ce que nous réclamons tout le temps. La liberté n'est pas une option ou une possibilité parmi tant d'autres. C'est la condition première de toute action, disait Sartre. Souvent, nous Haïtiens refusons d'assumer ce que nous sommes et cette liberté pour ne pas être responsabilisés pour nos actes, nos décisions. Nous offrons sans cesse à autrui cette impossible mission de déterminer ce que nous devons être. Nous avons peur d'être libres et de décider de ce que nous sommes et veulent être. Voilà ce que nous devons changer. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au cœur des pouvoirs d'État, notamment le pouvoir exécutif, nous refusons de prendre en main notre destinée et nous voulons confier cette mission impossible, comme je le dis, de déterminer ce que nous devons être à quelqu'un d'autre. Nous devons aller plus loin que d'œuvrer à construire une conscience haïtienne. Il faut pousser l'haïtien à rejeter cette mentalité d'opprimé pour se construire une conscience humaine susceptible de l'aider à se prendre en main et à poursuivre sa lutte pour éradiquer l'exclusion et les discriminations qui font obstacle à l'avènement d'une société plus juste et plus égalitaire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, en 1804, Dessalines l'avait déjà fait. Il faut tout simplement dépasser le conservatisme et l'ensauvagement des geôliers imposés comme la seule vision du monde. La blancophilie apparaît dans l'univers haïtien comme un mal incurable. Sa plus grande manifestation, la visaphilie, qui n'est autre que la révocation du visa, est l'outil de persuasion par excellence utilisé par les puissances étrangères pour s'assurer de la docilité de nos représentants. Dessalines t'a mouru, non période comme ça. Et dans une moindre mesure, des citoyens imprudents qui se rebellent contre la pesanteur de ce système qui accentue
un peu trop la dépendance du pays. Parler de l'idéal dessalinier, c'est donc se défaire de cette situation de dépendance et se construire une conscience d'indépendant pour rebâtir l'espoir en Haïti qui a été détruite dans l'ombre de nos malheurs à travers notre cupidité et surtout avec ses attitudes négatives et de rejet de ce que nous sommes, des êtres humains à part entière, des héritiers de la plus grande révolution du XIXe siècle, des fils et des frères d'une mère qui a permis au monde noir d'avoir cette impossible chance de goûter à la fois à la liberté, mais également de redevenir des êtres humains. Merci, je pense avoir dit. Et voilà pour l'exposé de notre invité conférencier.